Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les grands principes du jeu DBA. Alors la première chose qu'on remarque avec des figurines destinées à ce jeu, c'est qu'elles sont soclées à plusieurs par élément, par socle. Alors on peut avoir, ce nombre de figurines qui est sur les socles est défini par le type de troupe représenté. On peut avoir des unités, des éléments qui comportent de 2 à 8 figurines par plaquette. Alors évidemment, on n'a pas affaire du tout au même type de combattant, au même fonctionnement sur le champ de bataille. Pour certaines troupes particulières, comme les chars ou les éléphants, on a effectivement un seul modèle sur le socle. Alors ces socles ont une grande particularité, c'est que si je les aligne, vous pouvez remarquer qu'ils ont tous le même front, la même largeur de front. Alors c'est une largeur qui est différente évidemment si on joue en 28 mm ou en 15 mm. Donc là ce sont des figurines de 28 mm, donc on a un front de 6 cm. Ce front constitue ce qu'on appelle l'unité de distance et qui sert à toutes les mesures dans le jeu. Alors là, on a une certaine souplesse pour la profondeur de ces éléments, même si il est préférable de respecter celle qui est préconisée dans les règles. Mais la largeur de front est un élément obligatoire, puisque le fait que les plaquettes aient la même largeur intervient grandement dans le jeu. Alors chacune de ces plaquettes, chacun de ces éléments, représente un type de troupe qui dispose de suffisamment d'autonomie pour pouvoir être déplacé seul sur le champ de bataille. Ce qui fait que même si on se retrouve avec des armées beaucoup plus réduites en taille et en nombre de figurines que pour d'autres règles, on dispose tactiquement d'un nombre de troupes déplaçables énorme, puisqu'on en a 12 par armée. Il y a beaucoup de règles, plus gourmandes en figurines, qui ne permettent pas de jouer 12 unités par exemple. Alors ce ne sont pas réellement des unités, parce que historiquement ça ne correspondrait pas toujours, mais ce sont des groupes de combattants suffisamment autonomes pour pouvoir être bougés seuls, ou ensemble évidemment. Alors il faut savoir que les éléments ne représentent pas un nombre défini de combattants, comme on peut avoir fréquemment pour des époques plus récentes comme le napoléonien, ou dans d'autres règles même de jeux antiques et médiévaux. C'est certainement une question de proportion. Si je prends cette armée là de Démétrios Polar 7, on se rend compte que sur les 12 plaquettes, j'ai la moitié de l'armée qui est composée de phalangistes, donc j'ai 6 plaquettes. J'en ai à peu près un sixième de l'armée constituée de mercenaires grecs hoplites, j'ai 2 plaquettes. Le nombre de plaquettes est défini par les nombreuses listes d'armées offertes à la fin du livret de règles. Donc c'est plus une question de proportion. Alors c'est fondamental, parce que ça permet de faire s'affronter des armées de la guerre des Gaules dont les effectifs sont pléthoriques, puisqu'on va les retrouver en Europe que au moment des guerres napoléoniennes, avec des armées féodales qui historiquement réunissent un très petit nombre de combattants, si on le compare aux grandes armées hellénistiques, romaines, timourides par exemple. Il faut savoir tout de même que si les éléments ne représentent pas un nombre défini de combattants, mais juste une proportion de l'armée, comme on l'a vu tout à l'heure, cela implique quand même que DBA se joue à une échelle de jeu assez conséquente, et donc il faut avoir un certain degré d'abstraction. Les portées de tir ne sont pas très très longues. Là nous avons de malheureux archers anglais de la retenue de Salisbury qui décoche une volée de flèches sur des chevaliers français. Portée de tir relativement faible, 3 unités de distance, on se rend compte que les Français sont hors de portée de tir. J'allais quand même pas laisser dans ma vidéo des Godons Auxerre de Preux-François. Mais là où les tirs demandent une capacité d'abstraction beaucoup plus grande, ça concerne les tireurs légers, comme par exemple les psylètes. Nous voyons des archers nubiens confrontés à des joueurs de képèche égyptiens. Parce que là, l'échelle de jeu est tellement importante que les distances sont écrasées. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des combattants qui tirent au corps à corps visuellement. D'où la nécessité de pouvoir faire abstraction. C'est normal, il ne s'agit pas de grandes unités constituées tirant par salve aux ordres sur des grandes distances comme précédemment les longbowmen anglais.
mais simplement des combattants agissant en tirailleurs et décochant leurs flèches sur le plus près possible de l'adversaire, des fois à quelques mètres simplement. Donc, de par l'échelle de jeu, le tir se trouve simplement confiné à un contact des plaquettes. Le fait de savoir si ce sont les flèches ou les képèches qui vont avoir le dessus sur le combat est défini par le résultat du combat, des différents facteurs qui peuvent arriver. Alors, ça implique notamment de concevoir que, par exemple, si j'ai affaire à un chevalier, alors ici, en guise de chevalier, j'ai un char lourd assyrien qui cherche à percuter des cavaliers légers, donc la Scythe. Le Scythe, étant un cavalier léger, tire avec la plaquette au contact de la même façon que l'Epsilette. Plusieurs cas de situation peuvent se produire après un combat. Si le chevalier a fait reculer ou détruit les cavaliers légers, on considère que les chars, donc il faut imaginer plein de petits chars qui grouillent comme tels des fourmis à l'intérieur du socle, ont réussi à atteindre les cavaliers légers, dont, toujours pareil, on imagine des petites fourmis de cavaliers qui étaient à l'arrière de leur socle et qui décochaient leurs flèches. Ils ont réussi à les atteindre, à les disperser dans le cas où le site aurait été détruit, ou simplement les forcer au recul. En revanche, si le chevalier, par exemple, est détruit au combat, on considère simplement que lors de sa charge, dans sa tentative d'aller au corps à corps avec le site, l'impact du tir a été suffisamment dévastateur pour désorganiser l'unité et de la faire cesser d'exister en tant qu'unité combattante. C'est la seule petite difficulté de conception de DBA, mais qui provoque une grande richesse de tactique pour le jeu. Il faut concevoir effectivement un certain degré d'abstraction. Pour encadrer pas mal de jeunes en milieu scolaire sur la règle DBA, c'est souvent ce point qui pose un peu problème. Mais une fois qu'il est acquis, il est tout à fait logique et pertinent. L'une des choses les plus importantes pour comprendre la répartition, la constitution des troupes à DBA, c'est que même si l'armement joue une petite part dans la classification des troupes, évidemment si j'ai un arc ou si j'ai une hache de corps à corps, c'est pas tout à fait la même chose, mais au-delà d'une certaine mesure, l'armement ne rentre pas réellement en jeu à DBA, ce qui compte c'est la façon de combattre. Alors quand on y pense c'est logique, si on me donne une épée à deux mains, un poignard de combat et que je me rue sur un commando de marine armé d'une petite cuillère, je pense que je vais me prendre pas mal de coups de petite cuillère dans le visage avant de m'effondrer comme une bouse devant mon adversaire. Donc l'armement peut être efficace, mais c'est la qualité du combattant et surtout sa façon de combattre qui va rentrer en jeu. Par exemple, là nous avons un légionnaire romain. Alors ce légionnaire romain, c'est quoi finalement? Si on résume vraiment son boulot, c'est l'infanterie lourde, organisée, en ordre relativement serré, qui, après avoir lancé une volée de pilas, voire de volées selon les époques, va rechercher surtout du corps à corps. Donc c'est de l'infanterie de choc, de corps à corps. Quand on y pense, ce n'est pas si éloigné des astiers médiévaux. Alors évidemment, eux ne vont pas s'amuser à lancer des pilas, mais on a quoi? On va avoir une unité de choc, en formation relativement serrée, comme le romain, destinée au corps à corps. Unité relativement solide, de la même façon que le romain. Donc, à DBA, ces deux unités vont être classées exactement pareil. On va avoir des unités de lame, ou blade pour la version anglaise. On n'est pas du tout dans le système de jeu qui va classifier, par exemple, armure légère, bouclier, pilum, armure légère, arme d'ast. Non, on s'en contrefiche. Ce qui est important, c'est la façon de combattre. On est vraiment placé dans la logique DBA, dans la situation d'un général, qui connaît grosso modo la façon de se battre de ses troupes, leur type de comportement, et qui va agir en fonction. Alors des fois on a un petit peu plus de finesse dans la répartition des troupes. Si j'ai une troupe un petit peu plus nombreuse, comme par exemple ces Suisses de la bataille de Sampar, qui sont classés en lame parce qu'ils combattent exactement de la même façon, finalement, que des Romains ou des Astiers.
En revanche, ils sont un peu plus nombreux. Donc je vais avoir un élément soclé par 6. Ce qui rend la perte de cet élément un peu plus dommageable pour l'armée, mais lui confère une certaine solidité supplémentaire face à l'infanterie. Et on rejoint toujours l'abstraction dont je parlais précédemment, parce que par exemple ici, nous avons de l'infanterie Chola. Alors les Chola, c'est un royaume indien tamoul du sud de l'Inde, dont l'infanterie était réputée à son époque, dans tout sens géographique, comme de l'infanterie de choc. Elle est donc classée comme lame, de la même façon que les Romains, de la même façon que les Asquiers. Alors, dans le lointain, on entend « Ouais, là, c'est n'importe quoi, ils se ressemblent pas du tout. Il y en a un qui est pratiquement en slip avec un petit javelot. Et le Romain, il est quand même équipé lourdement. » Ben, c'est pour ça que, justement, on a juste une petite différence entre des lames lourdes et des lames rapides. Pour faire simple, si je suis plus lourd, je vais être plus lent, moins manœuvrable. Je vais bouger de 2 unités de distance au lieu des 3. Du léger, mais je vais avoir un avantage évidemment si je suis confronté au léger. En cas d'égalité, évidemment, le Romain gagnera le combat, fera reculer éventuellement son adversaire plus léger. Mais là, on a effectivement des lames, parce que leur type de combat est le même. On a de l'infanterie qui recherche le combat, tout en restant organisé, on est loin des bandes guerrières, en restant organisé, qui cherche le combat au corps à corps, et qui est réputé pour être une bonne troupe de choc dans son secteur géographique à son époque.